Est-ce que tu as une relation particulière avec la nature? Alors, est-ce que j'ai une relation particulière avec la nature? Je pense que oui. Je pense que le concept même d'avoir une relation avec la nature est en soi pratiquement problématique parce que je pense que je suis la nature et qu'en tant qu'être vivant, on n'est pas qu'en relation avec la nature, on est la nature. Après, pour ma relation particulière et complexe avec la nature, elle va être liée à beaucoup de choses. Je vais peut-être parler un petit peu de mon travail et après de pratiques que j'ai. Dans mon travail, j'étudie la relation avec ce qu'on appelle la nature, si tant est qu'on pourrait identifier ce dont on parle quand on parle de la nature, qu'entretiennent des auteurs et des autrices d'Amérique du Nord. J'étudie ce qu'on appelle l'éco-poétique. Alors, pour essayer d'être brève, l'éco-poétique interroge les liens entre la littérature et la poétique du vivant et ce qu'on appelle la nature. La thèse que je défends dans mon travail, c'est que les éco-poètes que j'étudie sont des passeurs de monde et qu'ils redonnent voix à la nature non humaine par un langage humain, donc là aussi il y a du paradoxe évidemment, mais qu'ils se font passeurs, traducteurs, on revient à la traduction, des voix du chant de la terre et de la musique du vivant. Et que dans les langages qu'ils créent, en fait, moi ce que je vais chercher, ce sont vraiment des questions poétiques et stylistiques, au-delà des questions d'éthique et de point de vue et de représentation, c'est comment le langage qu'ils créent n'est pas qu'une composition d'un langage humain, qu'en fait c'est une co-création. C'est parce qu'ils sont sensibles au paysage sonore du vivant qu'ils entendent donc des voix, ça peut être des voix animales, mais aussi à tout ce qui relève de ce que Bernie Krause a appelé la géophonie et la biophonie, c'est-à-dire la musique et les sons qui sont produits, les bruits, par le vivant animal, la biophonie, et le vivant géologique, les éléments, l'eau, on parlait des ouragans, voilà, il y a toute une musique aussi, ou un chant de l'ouragan, on pourrait le dire comme ça. Donc voilà, moi je vais aller voir comment ces éco-poètes en fait nous donnent à entendre les voix du vivant qui traversent les langages humains, qu'en fait ces langages humains sont traversés par des voix, des musiques et des chants qui ne sont pas au départ émis par des articulations humaines. Je pense que la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, elle est en partie due, il y a bien sûr énormément de facteurs, mais à une culture qui a rendu muette la matière et qui a décrété que les animaux ne parlaient pas, que les plantes n'avaient pas de sentience, ne communiquaient pas, que la matière était inerte, qu'elle était morte et que donc voilà, le langage c'était ce qui nous définissait en tant qu'humains comme étant supérieurs à la nature et justifiait la façon dont nous entrons en relation avec lui dans certaines sociétés. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, on est conscient que pour habiter la Terre, si on veut continuer de pouvoir habiter la Terre, il nous faut être capable d'accueillir et de traduire les autres voix du vivant et ce que Jean Giono déjà voilà, appelait le chant du monde. Et il me semble que voilà, ces littératures, il faut vraiment s'en faire nous aussi. Bon, moi je suis enseignante aussi, donc je suis une passeuse aussi dans ce sens-là, puisque j'essaie de passer, de traduire, de donner à entendre cette éco-poétique. Et voilà, je pense que ça nous ramène à la vitalité de la matière, au fait que il nous faut savoir écouter ce que nous dit la Terre, en fait, de toutes ces voix multiples. Donc ça, c'est pour mon travail. Et puis après, ma relation avec la nature... j'ai pas forcément pu aborder ça ce matin, mais évidemment, dans ma relation avec la nature ou avec le fait d'être femme, je ne peux faire autrement que de vivre ma vie avec notamment le corps que j'ai. Et je pense qu'on est d'abord un corps avant d'être une pensée. Que bien sûr, je suis soumise à des cycles de menstruation, à ma capacité d'enfantement, au fait d'avoir enfanté, d'avoir allaité, et que évidemment, ça a influencé beaucoup mon rapport à la nature. Et ce que j'aime bien dire, c'est que
Je pense qu'il faut réclamer le fait que nous savons des choses. Moi, en tant que femme, je sais des choses par nature. Et que la culture qu'on m'a apprise, on m'a appris à m'aliéner à ce que je savais en tant que femme, de ma nature femme et de mon être vivant. Et donc je réclame le droit de formuler moi-même et de cultiver, et donc là on va vers la culture aussi, des récits dans lesquels je tente moi de traduire ce que je sais par nature. Et ça c'est ma pratique à moi, parce qu'il se trouve que j'ai toujours fait de la danse, pas du tout en tant que professionnelle, hein, c'est vraiment un monde à moi, un peu de l'ordre de l'intime. Mais dans la danse, je retrouve une façon, quand bien même j'ai appris la danse et donc je connais la technique et tous les codes et l'histoire de la danse, etc. Bien sûr, là aussi, c'est pas, la danse, elle n'est pas naturelle, voilà. Mais je vais aller chercher par la danse à me reconnecter à des façons d'être au monde autres que humaines. Et donc de voir quand je danse, et donc ça c'est un travail que je fais de recherche-création, quand je danse, comment est-ce que d'autres formes du vivant peuvent informer, donc vraiment au sens former de l'intérieur, le geste qui va être le mien, au lieu que j'arrive avec, je sais pas, une approche logocentrique de la danse, je veux faire quoi, je veux que ça dise quoi, et je vais écrire comme ça de façon complètement déterrestrée. L'idée, c'est au contraire de me poser dans un lieu, ça peut être dans une rivière, dans une forêt, ça peut être à même la terre, dans de la mousse, et de voir comment je peux essayer de devenir mousse, de travailler des états de devenir qui vont informer mes états de corps, puisque la danse contemporaine, c'est beaucoup être capable de chercher des états de corps. Et à partir de là, voir comment l'eau ou la terre ou la mousse ou l'arbre, et ça dépend de quel arbre, ça dépend de s'il a des feuilles, ça dépend de s'il y a du vent, ça dépend de s'il a une écorce, si je travaille avec les racines, si je... Voilà. Comment, en fait, c'est l'arbre ou c'est la terre ou c'est la mousse ou c'est la pierre qui va écrire mon mouvement. C'est-à-dire que j'essaie moi-même de me mettre dans cette position de passeuse. Bon, on peut dire que ça relève du délire, hein, évidemment, puisque je suis là et je suis médiatrice de ce que je crois ressentir. On pourrait dire que je l'invente, enfin, je n'ai pas forcément la réponse à cette question-là. Mais je sais que voilà, c'est un rapport, et ça j'ai fait ça depuis toute petite, danser avec le vivant, je ne sais pas l'expliquer, pour moi c'est un truc qui est animal. Et maintenant je le cultive avec voilà, ce double regard de qu'est-ce que je suis en train de faire. Voilà. Est-ce que ça veut dire que la nature invoque une forme de spiritualité ? Alors là encore, je trouve que quand on parle de spiritualité, je ne suis jamais très sûre de quoi on parle, et que quand on parle de spiritualité, on aurait tendance à opposer, on a opposé matière et esprit. En fait, je ne suis pas d'accord avec toutes ces dichotomies, et la matière, il y a une vitalité de la matière, et moi je me connecte à la vitalité de la matière avec l'esprit qui est le mien. Donc oui, évidemment que je passe, et puis je suis influencée par tout un tas de mythologies et de récits sur le vivant, comme quoi il y aurait une... Mais je préfère parler d'animation, de vitalité. J'aime beaucoup ce mot-là qu'on utilise dans les nouveaux matérialismes aujourd'hui. Parce qu'il me semble qu'on sort un petit peu de ce... C'est un petit peu comme quand on parle de sacré. Oui, je suis totalement en train de me relier à ce qui est sacré, mais qu'est-ce que je veux dire quand je veux dire sacré ? Est-ce que je veux dire religieux, et de quelle religion et de quel Dieu ? Non, je ne veux absolument pas dire ça. Je veux dire religion ou religieux, oui, au sens étymologique du terme, c'est ce qui nous relie. Et ce qui est sacré, c'est justement ce qu'on ne peut pas changer, c'est les façons dont on est relié au vivant. Ça, on ne peut pas s'en extraire. Donc voilà, oui, c'est une forme de spiritualité. Oui, c'est une forme de sacré. Oui, il y a quelque chose de religieux, mais pas pris dans un dogme particulier ou une notion d'un Dieu. Voilà, comment on peut... Et l'écoféminisme, comment tu pourrais le définir pour des gens qui n'ont pas de... Pour qui c'est un peu abstrait cette notion ? Comment définir l'écoféminisme ? Je pense qu'il y a un malentendu de départ. Il n'y a pas un écoféminisme, il y a des courants écoféministes qui se rejoignent et qui se retrouvent. Moi, j'ai commencé à travailler sur les écoféminismes dans les milieux des années 90 parce que je travaillais sur une autrice qui m'y a amenée, hein, une autrice écoféministe. Et à l'époque, il n'y avait aucune réception en France, notamment parce que dès qu'on commençait à parler écoféministe, ou que moi je me situe en tant qu'écoféministe, ça crée un malentendu qui serait de l'ordre de dire « Ah, c'est encore un discours essentialiste, on va dire que les femmes, elles sont plus proches de la nature. » Alors moi, je ne pense absolument pas que les femmes soient plus proches de la nature que les hommes, par exemple. Je pense que ça, c'est
culturellement peut-être quelque chose qu'on nous a appris, qu'on apprend peut-être aux petites filles qu'elles sont plus proches de la nature, qu'on apprend peut-être qu'on laisse aux femmes le droit d'être proches de la nature ou de se sentir proches de la nature. Et je pense qu'on inhibe le lien à la nature chez les petits garçons et chez les hommes, qu'on va dire à des hommes qui ont une sensibilité féminine. Alors voilà, là je vais bondir parce que la sensibilité n'est pas du tout du ressort uniquement des femmes. Je pense que s'il y a quelque chose qui rassemble les écoféminismes, c'est celle-ci. C'est le fait que les écoféministes travaillent toutes et tous, parce qu'il y a des hommes parmi les écoféministes, à remettre en question et à faire le lien entre les différents récits qui ont justifié la définition de ce qu'on appelle la nature, comme s'il y en avait une et qu'on savait de quoi on parlait, qu'elle était harmonieuse ou unique ou voilà, uniforme. Et la femme, pareil, comme s'il y avait une femme. Et en fait, l'idée, c'est juste de se rendre compte et de se rendre compte et de faire la guerre un petit peu par un travail de déconstruction, mais de réinvention aussi, de à quel point les récits et les discours sur les femmes et toutes les formes de la nature sont similaires. De la même façon que, comment on a parlé des peuples autochtones, qu'on dit indigènes quand on parle en anglais, ont exactement été dominés, exploités avec les mêmes discours. Donc si on est d'accord sur une chose, c'est qu'il n'y a pas d'essentialisme et que c'est à chacun dans son individualité et d'accueillir les individualités, les multiplicités autres, mais surtout toujours de faire ce travail de déconstruction. Donc c'est quoi l'écoféminisme? C'est la capacité de déconstruire un discours qui est quand même un discours très patriarcal, très occidental, et de voir comment ce discours a justifié et justifie encore la domination, l'exploitation du corps des femmes, de l'être femme, des êtres des femmes, des peuples indigènes et des formes de la nature et du vivant. On a remplacé des siècles et des cultures entières de rapports au monde où le corps de la femme, comme le corps de la terre, étaient vénérés parce qu'ils avaient une puissance d'enfantement de la vie, et qu'on a remplacé ces récits-là par des récits où on nous explique que l'homme avec son grand H domine et la femme et la terre. Là, il y a un bouleversement. Et c'est vrai que les femmes, d'un coup, on le voit vraiment, ils disent « Ah, mais on peut me raconter des histoires où en fait mes puissances féminines sont valorisées. » Et on peut, là où, voilà, on en parlait aussi tout à l'heure, on a beaucoup diabolisé le corps, et pas particulièrement le corps de la femme, bien sûr, hein, et particulièrement les femmes. Bon, on ne va pas reparler des chasses aux sorcières, mais moi, j'ai vraiment grandi avec ça. Et je pense que c'est là où il y a une puissance, en fait. C'est qu'à partir du moment où on accepte, où les femmes font le travail de dire je veux réclamer les puissances de mon corps est sacré, il n'est pas diabolique. Et là où il est sacré, c'est parce que justement, il a ces puissances qui sont liées à la terre et ses puissances de création. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'une femme doit enfanter, hein, je précise. À partir du moment où on dit ça, eh ben, on dit aussi que tous les êtres humains peuvent réclamer leur corporéité, leur façon d'habiter le monde, que ça passe d'abord par le corps. Et je pense que c'est vraiment ce travail-là qu'on a à faire. À partir du moment où on travaille beaucoup sur l'intelligence du sensible, une grosse partie de mon travail et de notre travail, je pense, collectif, hein, c'est de réincorporer la pensée. De faire qu'on ne peut pas avoir une pensée abstraite qui est faite de concepts et voilà, d'écrire, penser, se relationner, se mettre en relation avec le vivant par des concepts abstraits, une philosophie déterrestrée, c'est pas possible. Et ça, je pense que les femmes nous aident vraiment, enfin qu'on aide à réclamer ça. Et bien sûr que c'est vrai pour les hommes aussi, que ces pauvres hommes, j'ai envie de dire, à qui on a dit qu'il fallait qu'ils soient du côté de la raison, du côté du rationnel, qu'ils ne soient pas du côté du sensible, qu'ils n'éprouvent pas ce qu'ils éprouvent, qu'ils ne soient pas rattachés à leur corps. On nous a expliqué tous les instincts animaux qui relevaient du corps, ça c'était le domaine des femmes. Alors autant les femmes, on les a aliénées à ça, bon ben, toi tu peux pas être du côté de la raison, parce que... mais on prive aussi toute une partie de l'humanité de ce qu'eux savent par nature. Alors moi, je ne peux pas dire ce que les hommes savent par nature parce que je ne sais pas. Et je ne peux pas, j'aimerais bien faire cette expérience-là, mais je ne peux pas. Mais c'est aussi un appel aux hommes à réincorporer leur pensée et réincorporer le langage. On en revient aussi à la corporéité du langage. Et je pense que ça, c'est vraiment un travail que font particulièrement les autrices que j'étudie.
c'est de développer un langage qui est réincorporé dans toute sa texture sonore, dans tout le fait que le langage, enfin, voilà, c'est d'abord, on parle par le corps, on comprend par le corps, qu'on n'apprend pas le langage parce qu'il est écrit par des philosophes, on apprend le langage quand on est in utero. Et ça, c'est vrai pour les hommes et c'est vrai pour les femmes, c'est vrai pour tous les humains. On a appris le langage avant de le comprendre, d'en comprendre les mots, de comprendre le référent d'un mot, hein, d'un signifiant, et les rapports entre signifiant et signifié. On a d'abord été bercé par la petite musique du langage qu'on a entendu, qui est en plus médiée par le corps de la mère, les rythmes de la mère. Et ça, c'est la même expérience pour tous les êtres vivants, hommes ou femmes. Et on a appris à lire et à conceptualiser au fur et à mesure, mais le premier langage au langage, c'est un rapport corporéel, c'est un rapport incarné.